Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure du 13h sur votre télévision. Voici le sommaire de l'édition. Le président de l'ANLC a manqué de professionnalisme et d'objectivité lors de sa sortie du 15 septembre dernier. Tels sont les propos du président de la Sénat suite aux dénonciations faites par Jean-Baptiste Elias. Emmanuel Tiando était face à la presse hier. Les détails dans ce 13h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Le Bénin, à travers l'événement, veut valoriser le riche potentiel du pays. Dans ce journal, vous suivrez l'adresse du ministre Jean-Michel Abimbola à cette occasion. Enfin, les enfants désormais associés à la lutte contre les méfaits du sachet plastique. L'initiative émane de l'association Engagement Action Sociale en partenariat avec l'Union européenne. À nouveau, bonsoir. L'actualité des dernières heures, c'est cette réplique de la Sénat suite à la sortie médiatique du 15 septembre dernier du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Emmanuel Tiando, encadré par ses collègues commissaires de la Sénat, a battu en brèche les propos de Jean-Baptiste Elias. Il a affirmé à la presse que le président de l'ANC a manqué de professionnalisme et d'objectivité. Koudous Abdoulaye pour des détails. Dénoncer ces prétendues insuffisances relève tout simplement. Réponse vive de la Sénat à l'ANLC. D'abord, une première remarque. Emmanuel Tiando souligne que les éléments d'information évoqués par Jean-Baptiste Elias sont du déjà connu. Il n'y a donc aucun élément nouveau dans ce qui a été dit par M. Elias Jean-Baptiste au cours de sa sortie médiatique. Il a tout au plus repris ce qui avait été déjà porté à la connaissance de l'opinion publique nationale par la Sénat elle-même. Des faits déjà évoqués par la Sénat lors d'un point de presse le 13 mars 2019, faisant l'objet de plusieurs recours sans succès à la Cour constitutionnelle. La NLC aurait échangé également avec la Sénat sur ces mêmes dossiers suite à sa demande exprimée du 2 avril 2019. Aucun des recours n'a prospéré puisque les partis politiques concernés ont été déboutés. La Cour ayant conclu que la Sénat n'avait fait preuve d'aucun traitement de faveur dans l'examen des dossiers de candidature et qu'elle n'avait pas en conséquence agi en violation de la Constitution ni du Code électoral. L'attitude de Jean-Baptiste Elias suscite des interrogations à la Sénat. Le président de cette institution rappelle alors à l'ANLC sa mission et son rôle. Conformément à l'article 5 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, la mission de l'organe de lutte contre la corruption est, entre autres, d'exploiter à toute fin utile les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont il est saisi et les dénoncer auprès du procureur compétent. Par ailleurs, la loi portant lutte contre la corruption autorise-t-elle M. Elias Jean-Baptiste à rendre public sur les médias ce genre d'accusation. À tout le moins, il me plaît de lui rappeler ici que son rôle est de porter, le cas échéant, les faits incriminés devant le procureur de la République et non sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes de radio. Sur certains faits incriminés liés surtout à la discordance des lieux de naissance, Emmanuel Tiando indique. Elle est la conséquence de la réforme territoriale intervenue en 1978 dans notre pays et qui a créé de nouvelles circonscriptions administratives. Le président de la Sénat conclut et parle de manque de professionnalisme du président de l'ANLC. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, qui se veut par ailleurs le grand justicier de la République, a manqué
de professionnalisme et d'objectivité au cours de sa dernière sortie médiatique contre la Sénat, qui, je le rappelle, est une institution de la République comme la sienne. Aujourd'hui, 27 septembre, l'on célèbre la Journée mondiale du tourisme. Cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. Le Bénin, à travers l'événement, veut valoriser le riche potentiel du pays. C'est la substance du message du ministre Jean-Michel Abimbola. Je vous propose de l'écouter. Le Bénin fait partie du concert des nations. Donc une journée internationale, disons, concerne notre pays et à ce titre, nous devons prendre notre part. En plus, il y a un investissement massif qui est fait depuis 2016 pour permettre véritablement au tourisme d'être un moteur de croissance et un moteur de création d'emplois. Et précisément, vous savez que le thème de cette année est relatif à l'emploi et le gouvernement du Bénin a estimé que sur la période 2016-2021, il était possible de créer un peu moins de 200 000 emplois directs, ce qui est énorme dans le domaine touristique. Le Bénin, notre pays, est doté d'atouts et de potentialités énormes. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Béninois sont informés que notre pays a une ressource exceptionnelle qu'on appelle le parc de la Pendjari, où des investissements importants ont été faits et ce parc a été mis en gestion avec African Parks, qui aujourd'hui a hissé la Pendjari au rang des parcs les plus intéressants et les plus importants de l'Afrique. Vous avez par ailleurs des investissements importants qui sont en train d'être faits. Évidemment, vous avez l'aménagement de la route des pêches qui est quand même formidable et qui ouvre sur l'océan. Et cela va se poursuivre jusqu'à Avlekété, où il y aura une cité balnéaire qui sera construite avec des investissements très importants, avec le Club Med et d'autres opérateurs de renom en la matière. Vous avez par ailleurs le tourisme mémoriel, toujours dans la cité historique de Ouida, qui sera développé avec un certain nombre d'investissements et d'attractions qui vont permettre de capter l'attention des touristes béninois et étrangers. Au niveau d'Abomey, la modernisation et la construction d'un musée qui va évidemment nous conter l'histoire de nos rois et l'histoire de nos Amazones. Là également, vous savez que les palais d'Abomey sont des palais, disons, qui sont reconnus par l'UNESCO. Nous allons également capitaliser sur cela, faire un investissement important, et le projet est validé par l'UNESCO pour que Abomey demeure une attraction importante, en lien également avec des communes avoisinantes et des attractions telles que la grotte souterraine d'Agongoïto à Boïcon. Vous allez avoir à Ganvier la cité lacustre, où quand vous allez aujourd'hui sur Ganvier, vous verrez que le gouvernement réalise déjà des investissements importants, notamment des habitats, des villas témoins pour améliorer l'habitat des populations. Et il y a un balisage des chenaux et des routes pour que, de la même façon qu'on construit une route ou une autoroute, on puisse construire les voies d'accès à Ganvier et également un certain nombre d'investissements pour faciliter et améliorer le cadre de vie des habitants de cette cité exceptionnelle pour notre pays. Nous avons également du cultuel que nous allons évidemment vendre d'un point de vue culturel. Nous pouvons prendre le vaudou comme une curiosité culturelle pour que, disons,
le monde, l'Afrique et le monde puissent venir découvrir cette particularité de chez nous. Nous allons développer ce que nous appelons la route des couvents pour que le Bénin et le monde puissent avoir un regard moins négatif sur cette originalité béninoise, sans pour autant que nous soyons évidemment dans le cultuel. Je saisis cette occasion, cette journée, pour demander à nos compatriotes de saisir l'opportunité ce vendredi 27 septembre 2019 pour aller découvrir des communes, des villes que vous ne connaissez pas, pour aller à la plage, pour aller à Ouida, pour aller à Porto Novo, pour aller à Abomey, ceux qui ont la possibilité de monter un peu plus loin, pour aller dans la Takora, pour aller découvrir les collines du Bénin et pour également en profiter pour vous rendre compte que le Bénin est une mosaïque exceptionnelle de culture, de richesse. Le chef de l'État, le président de la République, est déterminé à révéler le Bénin au monde. Donc j'invite les Béninois avec enthousiasme à aimer, à découvrir leur pays. Vous venez de suivre le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, au sujet de la Journée mondiale du tourisme que nous célébrons aujourd'hui. Parlons maintenant de diplomatie. En attendant leur grand oral devant le chef de l'État, 4 diplomates étrangers ont présenté ce jeudi matin les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit des ambassadeurs de la Finlande, de la République tchèque, de l'Indonésie et de la République islamique de Pakistan. Les précisions de ce ballet diplomatique avec Nikano Korvi et Bruno Oteko. Marathon diplomatique pour Aurélien Agbenonsi ce matin. En son cabinet roue de l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères a tâté le pouls des nouveaux chefs de mission agréés au Bénin. À ce jeu d'échange de bons procédés, les 4 ambassadeurs reçus par le chef de la diplomatie béninoise ont révélé des personnalités distinctes et étaient porteurs de messages divers. Le docteur Joani Pulkinen est un universitaire de 62 ans, nommé en 2018 ambassadeur de la Finlande près la République fédérale du Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. S'il entend concourir à approfondir une coopération vieille de plus de 60 ans entre les deux parties, c'est au sujet des échanges commerciaux que le nouvel ambassadeur finlandais s'est montré le plus prolixe à sa sortie d'audience. Les relations commerciales avec le Bénin, un intérêt partagé également par Marek Skolil, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. L'ancien étudiant de l'Université de Paris 9 Dauphine a affiché plein optimisme quant à l'avenir après son tête-à-tête avec Aurélien Agbenonsi. Tout d'abord, ceci est ma première visite dans votre beau pays. Je suis très heureux qu'enfin j'ai pu commencer le travail de nouer les liens ici. Nous avons parlé des domaines, pour vous donner quelques exemples, comme l'agriculture et notamment la mécanisation agricole, ce qui est un domaine où traditionnellement les Tchèques ils ont beaucoup à offrir et où, bien entendu, un domaine qui fait partie du programme d'action du gouvernement ici au Bénin. Nous avons parlé également du domaine de l'innovation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur. C'est un deuxième domaine très important. Et nous allons voir si aussi dans les autres domaines comme le transport, etc., nous pourrons trouver des atomes crochus pour le développer. Pour sa part, le général Waka Ahmad Kingravi était porteur d'un message de satisfaction de son gouvernement quant à l'état des échanges commerciaux entre le Bénin et le Pakistan. Désormais, l'officier supérieur de l'armée pakistanaise à la retraite espère contribuer à la diversification des secteurs de coopération entre les deux pays. Dernier diplomate reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Usra Indra Hararap est diplômé en sciences politiques.
représentant désormais les intérêts de la République de l'Indonésie près le Bénin et le Nigeria. Il est âgé de 59 ans, marié et père de 3 enfants. La présentation des lettres de créance de ces 4 ambassadeurs au chef de l'État Patrice Talon marquera l'officialisation de leur début de mission au Bénin. Toujours dans ce 13h, sachez que l'association Engagement Action Sociale en partenariat avec l'Union européenne sensibilise les enfants aux méfaits des sachets plastiques. C'est dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique. La séance de sensibilisation a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Akwakwa Dodoma et vous allez le voir, les enfants ont déjà leur petite idée sur les enjeux de la lutte. Jean-Claude James et Hossein Adeleke. Un rendez-vous de travaux manuels. Ici, les enfants sont réunis pour redonner une autre vie aux objets recyclés qui polluaient l'environnement. Occasion idéale pour dénoncer l'utilisation des sachets plastiques. Une séance comme ça nous amène à la fin à avoir des ambassadeurs, des enfants éco-citoyens qui comprennent qu'il ne faut pas jeter, qui comprennent qu'à la maison, ils doivent veiller même à ce que leurs parents n'utilisent pas de sachets plastiques. Et donc pour nous, quand on parle de protection de l'environnement, il faut passer absolument par les enfants. Des enfants qui visiblement sont prêts pour le combat. Les sachets, c'est dangereux et qu'il faut arrêter de prendre des sachets, qu'il faut arrêter aussi de les jeter dans la rue. J'ai retenu que les sachets, il ne faut pas les jeter dans la rue parce que des fois, ça nous tue. Quand on jette un sachet, ça nous tue et ça prend 400 ans à se dégrader. Il ne faut pas jeter et arrêter de polluer. Une séance de sensibilisation qui s'ajoute aux activités de la semaine de la diplomatie climatique organisée par l'Union européenne. C'est les enfants qui sont là, qui devront prendre en compte les erreurs que nous, les adultes, on fait aujourd'hui, parce que c'est eux qui devront trouver les solutions et trouver la créativité pour résoudre ce problème que nous-mêmes on crée, aussi bien pour la nature avec les sachets que pour le changement climatique. Et ce lieu aussi est important pour nous parce qu'il symbolise la problématique de la ville, la problématique de la jeunesse, les villes qui sont croissantes, qu'il faudra gérer. Et c'est un combat qu'on mène ensemble avec les autorités. La séance a aussi permis d'exposer quelques objets fabriqués par les jeunes du quartier Akwakwa Dodoma et ses enfants, déjà de vrais défenseurs de l'environnement, à l'instar de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Le Bénin est également engagé à mettre en œuvre des politiques nationales de lutte contre le changement climatique. En partenariat avec l'unité d'appui du NDC Partnership, les acteurs impliqués dans cette dynamique se sont réunis en atelier ce 24 septembre à Cotonou. Objectif, s'informer et échanger sur l'état de la contribution déterminée au niveau national. C'est un reportage signé Malini Chibozo et Alexis Kenom. Cette rencontre fait suite aux récentes discussions entre le NDC Partnership et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Elle est destinée à évaluer le niveau d'évolution du Bénin et aux besoins lui apporter l'expertise nécessaire pour l'atteinte des objectifs dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, CDN. Ce processus nous a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport aux pays où nous travaillons. Nous sommes actuellement actifs dans plus d'une 50aine de pays. En termes d'adhésion, il y a plus de 36 à 37 pays au niveau du continent africain. Et nous apprenons chaque jour par rapport à le processus, par rapport aux besoins de ces pays. Donc je suis très ravi ici d'être à Cotonou parce que le Bénin était le premier soumissionnaire pour cette initiative. La mise en œuvre de la CDN implique non seulement l'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Il me plaît aussi de présenter les principaux objectifs de la mission qui sont les suivants. Compréhension de l'état de l'avancement de la mise en œuvre de la CDN du Bénin par les principaux secteurs. Établir une cartographie des acteurs et des initiatives soutenant la mise en œuvre de la contribution au Bénin, y compris les partenaires au développement travaillant avec le gouvernement. Discuter des défis et des besoins d'appui pour la mise en œuvre de la CDN du Bénin et présenter le NDC Partnership. Voilà pour ce qui concerne
les objectifs donc de la présente mission. À l'issue de cet atelier, les participants seront informés sur le fonctionnement du NDC Partnership et l'appui financier et technique apporté par le partenariat. De même, ils feront ressortir les défis et besoins dans le cadre de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national du Bénin. Toute autre chose à présent, ouverture ce mercredi à Boïcon du séminaire de formation sur la santé et la sécurité au travail. C'est une initiative de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle entend ainsi sensibiliser des agents des départements du Zou et des collines sur les dangers liés entre autres aux poussières et bruits en milieu de travail. Michel Egbe et Dor Castito pour le compte-rendu. Votre participation active et attentive à ces 3 jours que durera le présent séminaire témoignera de votre intérêt pour la prévention des risques professionnels. Prévention des risques liés aux poussières, bruits et vibrations en milieu de travail. C'est le thème autour duquel les membres des comités d'hygiène et de sécurité au travail de la Caisse nationale de sécurité sociale sont réunis en séminaire de formation. L'objectif de ce séminaire est tout d'abord d'informer et de sensibiliser les responsables des comités d'hygiène et de sécurité et les professionnels des mines et carrières, des bâtiments et travaux publics sur les dangers liés aux poussières, aux bruits et aux vibrations, ainsi qu'à leurs effets sur l'organisme pour assurer une meilleure gestion des impacts chez les travailleurs exposés à ces différentes nuisances du milieu du travail. Parce que si on ne peut pas éliminer totalement, il faut quand même mettre un dispositif de gestion du risque pour en atténuer les effets. C'est donc à un exercice de partage d'expériences et d'échange d'informations que les participants sont conviés au cours de cette formation. Tout au long des 3 jours, vous serez informés et enrichi à travers plusieurs communications sur les différents facteurs de risque liés à l'exposition aux poussières, bruits et vibrations, ainsi que sur la gestion et la prévention des risques professionnels. Responsables des ressources humaines, membres des comités d'hygiène et de sécurité au travail ici présents, tous les regards sont tournés désormais vers vous pour la mise en pratique des recommandations qui seront faites à l'issue de ce séminaire. Des recommandations pour prévenir ces risques professionnels qui constituent une contre-performance pour les entreprises. Intéressons-nous maintenant au Pass Sourou, entendez, programme d'appui au secteur de la santé. Ce projet est à sa fin et un atelier est initié pour un partage d'expériences. Le point avec Génial Afouda, Monsi Agoka et Évariste Zomaro. Des acteurs de la santé capitalisent des expériences et résultats du programme d'appui au secteur de la santé Pass Sourou. La séance porte sur le thème « Tirer leçon de l'expérience pour consolider les interventions en santé, le Pass Sourou du passé vers l'avenir ». Cet atelier nous permet d'analyser de manière critique et profonde nos résultats, mais surtout que les expériences puissent nous servir donc pour continuer à redorer le blason du système de santé béninois. Les actions de Pass Sourou visent entre autres à améliorer de façon continue la qualité des soins et services au profit de la population béninoise. Une vision partagée par l'Agence belge de développement, partenaire du projet depuis 5 ans. Nous vous invitons, à travers les réflexions critiques et objectives, à mettre en évidence ce qui a marché, mais ce qui a moins bien marché aussi, et en comprendre le pourquoi. Pendant que le Pass Sourou est en train de se terminer, les produits qui sortiront de ces réflexions permettront d'écrire les dernières belles pages de ce programme. Pages d'enseignement qui poseront le fondement pour la pérennisation de ces acquis et qui contribueront à renforcer le système de santé au Bénin. Le Pass Sourou bénéficie également de l'appui du ministère de la Santé. Le bilan sommaire de ce programme met en évidence non seulement un excellent alignement sur les priorités nationales,
mais aussi sur l'approche systémique de l'appui du partenaire belge. Les présentes assises permettront, entre autres, de vous approprier les principales actions et performances atteintes, analyser les stratégies et expériences développées, appréhender les défis pour le secteur et synthétiser les acquis pertinents à pérenniser. Au menu de cette rencontre, plusieurs communications. Elle porte entre autres sur l'appui multifocal du PASS aux soins obstétrico-néonataux d'urgence ou encore la démarche globale d'assurance qualité dans les formations sanitaires, processus, résultats et défis. Dans un autre registre, plusieurs responsables de la société civile d'Afrique se sont retrouvés autour d'une même table ronde à Cotonou. Ils ont plaidé pour une augmentation des financements domestiques alloués à la santé et en particulier à la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les précisions avec Enoch Mpati et Wenceslas Arouaïmon. Les organisations de la société civile du Bénin et celles des autres pays de la sous-région se donnent la main pour inciter les dirigeants africains à mobiliser davantage des ressources domestiques dédiées au service de la santé des populations. Que seraient nos pays sans des citoyens en bonne santé? Convaincus que la bonne santé des populations préoccupe les dirigeants au plus haut niveau et fiers des engagements pris par les États africains dont le Bénin, nous interpellons les plus hautes instances de ce pays, le Bénin, à mettre plus de rigueur dans le respect des engagements pris en matière de santé. Ces responsables d'ONG reconnaissent et saluent unanimement les efforts du gouvernement du Bénin en matière d'investissement dans ce secteur. Nous notons avec gratitude que lors de la 5e reconstitution des ressources du Fonds mondial en 2016, le Bénin a contribué à hauteur de 2 millions de dollars à l'objectif mondial visant à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. Cependant, elle souhaite la participation et la contribution du Bénin à toutes les réunions de prise de décision et de mobilisation de fonds. Nous sollicitons en cette année où la communauté internationale se réunit en France en octobre pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial que 1. Le Bénin augmente sa contribution à 3 millions au moins de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA pour la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial. 2. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon assiste à la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à Lyon, en France, du 9 au 10 octobre et parle de l'engagement du Bénin, de même que ses perspectives relatives à l'augmentation des ressources nationales pour la santé. Un effort supplémentaire est donc demandé aux décideurs afin que le Bénin connaisse une lutte accélérée contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi.